Bienvenue à notre émission Gouvernance locale, fidèles téléspectateurs de la RTS Développement. Comme vous le constatez très bien sur vos écrans, nous parlons de la gouvernance locale. Pour la journée d'aujourd'hui, nous allons parler du processus de la décentralisation. Est-ce qu'il y a eu de bonnes choses? Est-ce qu'il y a eu des fruits? Est-ce qu'il y a eu vraiment un grand pas par rapport à ce processus qui a été déjà déclenché depuis 2006? Et je ne serai pas seul sur ce plateau, je suis accompagné du professeur Nico Omeonga qui est à mes côtés. Bonjour professeur. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien, merci. Ok. Nous allons parler du processus de la décentralisation en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, c'est depuis 2006 que ça a été déclenché. Et nous voyons jusque-là qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Est-ce que ce processus a été le bienvenu ou bien ce processus devait attendre encore un peu de temps? Merci pour la parole. Avant d'aborder la question, je voudrais quand même fixer l'opinion pour donner la portée exacte de la décentralisation. C'est quoi la décentralisation? La décentralisation, c'est un mode de gestion pour un État unitaire, c'est-à-dire ce mode de gestion consiste au transfert de compétences, des ressources et des charges aux entités territoriales décentralisées. En d'autres termes, avec la décentralisation, nous assistons à la République démocratique du Congo, comme vous l'avez si bien dit, depuis 2006. On devrait assister à 3 types de leadership. Un leadership au niveau national, un leadership au niveau provincial et un leadership au niveau local. Et avec, comme je l'ai dit, les transferts de compétences, c'est-à-dire les compétences qui autrefois étaient détenues par l'État seul, ils transfèrent aux entités territoriales décentralisées et les ressources aussi. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons de la fiscalité au niveau provincial, au niveau local, mais aussi des charges. En d'autres termes, on devrait assister à ça. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a bloqué? C'est parce que c'est vrai, c'est constitutionnel, mais la mise en œuvre de cette décentralisation qui pose problème. Parce que, prenons un exemple, la Constitution dit par exemple que les 40% des recettes à caractère national mobilisées au niveau des provinces devraient être retenues à la source. C'est-à-dire, retenues à la source, c'est-à-dire 40% sont retenus à la source, 10% sont versés à la Caisse nationale de péréquation et 50% à l'État. Mais aujourd'hui, je suis au regret de vous dire qu'on a violenté la Constitution au point qu'aujourd'hui, au lieu de parler de retenir à la source, mais on fait la rétrocession. Et aujourd'hui, interroger tous les responsables des provinces, tous les gouverneurs, ils vous diront qu'il y a des gouvernements et des gouverneurs de provinces qui jusqu'ici n'obtiennent même pas la rétrocession, qui reste une violation de la Constitution. Donc, voilà un peu, et la décentralisation consiste à rapprocher les gouverneurs et les dirigeants. C'est-à-dire qu'il y avait une distance assez énorme entre la hiérarchie et les gouverneurs. Donc, la décentralisation nous permet de rapprocher, tel n'est pas encore le cas. C'est un processus, ça fait depuis 2006, si nous regardons aujourd'hui, ça fait près de 19 ans que nous sommes dans ce processus, que nous sommes engagés, mais il y a encore des couacs, il y a des choses à améliorer. Comme vous venez de le dire, professeur, merci beaucoup pour cet éclaircissement. 19 ans à peu près, peut-être, mais vous venez d'énumérer un point que non, ça rapproche les gouvernants des gouvernés. Et dans notre émission Gouvernance locale, nous voyons que nous, même le développement de nos communes, le développement de la ville de Kinshasa dépend aussi de cette décentralisation-là. Mais nous voyons apparemment comme si ce rapport-là n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous voyons que nos communes vont à reculons. Il n'y a pas de route, la salubrité n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire que ceci est parmi les failles du processus de la décentralisation en RDC? Oui, c'est encore une fois de plus, parce que quand nous parlons de la décentralisation, nous avons des territoires, des entités territoriales décentralisées d'une part, et des entités territoriales concentrées. C'est-à-dire quoi? Les entités territoriales décentralisées, c'est entre autres, nous avons la ville, la commune,
les secteurs et la chefferie. C'est-à-dire, dans ces différentes entités territoriales décentralisées, les constituants, les législateurs ont voulu que parce qu'ils sont des entités qui ont une personnalité juridique, donc les responsables dans ces différentes entités territoriales décentralisées devaient être l'émanation du peuple, devaient être élus. Mais jusqu'à ce jour, bon, peut-être avec les dernières élections, on a eu quand même on a eu des élections au niveau des élections urbaines. C'est alors que ces conseillers municipaux qui devront nécessairement élire les bourgmestres. Mais jusqu'ici, tous les bourgmestres qui sont placés sont nommés par l'État, par le président de la République. Alors qu'ils devraient être élus. Maintenant, il y a des territoires, maintenant des entités territoriales déconcentrées. C'est là où nous avons, par exemple, les quartiers, les villages, les territoires. C'est là, les responsables de ces entités territoriales déconcentrées sont nommés. Ça, c'est normal. Mais dès lors qu'on ne respecte pas la loi, dès lors que les bourgmestres, qui devraient être un élu du peuple au second degré, ne l'est pas, donc le contrôle n'est pas toujours aisé parce que les bourgmestres se voient plus redevables à celui qui l'a nommé, alors qu'il devrait être élu. Et je n'ose pas parler du secteur de chefferie qui ici, mais n'existe presque pas si on doit tenir compte de la décentralisation. Si nous allons revenir à la caisse de péréquation, je voulais un peu que vous puissiez dire à nos téléspectateurs, cette caisse devait aider à quoi? Devait servir à quoi normalement? Très bien. La caisse de péréquation obéit à ce que nous appelons la solidarité. Parce que, comme vous le savez, nous sommes 25 provinces, la ville de Kinshasa, mais nous n'avons pas toutes ces provinces n'ont pas les mêmes niveaux de développement. Alors, c'est pourquoi cette caisse nationale de péréquation, c'est cette caisse-là qui devrait servir, venir en aide à celles des provinces qui jusqu'ici n'ont pas les mêmes niveaux de développement. Alors, on devrait, l'État qui gère cette caisse de péréquation, devrait à chaque fois prendre un peu de moyens pour peut-être améliorer les infrastructures, pour construire une école, pour que les Congolais, certes, toutes les provinces n'auront pas les mêmes niveaux de développement, mais on peut corriger certaines inégalités criantes grâce à la Caisse nationale de péréquation. De manière formelle, cette caisse existe. Est-ce que, encore une fois, dans notre pays, on est champion des réformes, mais il se pose un problème de mesures d'accompagnement qui ne suit pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de territoires, beaucoup de provinces sont encore à l'état rural. C'est-à-dire beaucoup de provinces sont rurales, au lieu qu'elles soient modernes, qu'elles soient urbanisées. Pourquoi? Parce que la caisse de péréquation, qui devrait subvenir à tous ces besoins pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ces habitants qui restent 70% ou 70% de la population congolaise et à l'arrière-pays. Or, c'est cette caisse de péréquation qui devrait booster, tant soit fait, le développement communautaire. Tel n'est pas encore le cas. Merci beaucoup, professeur, pour ces éclaircissements. Quand nous parlons gouvernance locale, quand nous parlons de la décentralisation, nous voyons maintenant les relations entre les gouvernants et les gouvernés. Et nous pensons qu'il y a une bonne relation entre les gouvernants et les gouvernés. Je pense que le développement de ce pays pouvait aller encore plus avant. Mais là, je voulais un peu savoir, qu'est-ce qui enfreint à ce développement-là? Ce qui enfreint à ce développement, vous savez, il y a la notion, ce que nous appelons la redevabilité. Les autorités qui sont dans les différents niveaux, j'ai parlé de leadership, 3 types de leadership, national, provincial et local. Mais ces leaders-là, ces leaderships-là, ne se sentent toujours pas redevables à ceux qui les ont placés, encore que, comme vous le savez, avec les élections telles que ça s'organise dans notre pays, tous les 3 cycles électoraux sont révélés un gâchis, un chaos. Il y a eu, comme on le dit, des contestations à souhait. Pourquoi? Quand un dirigeant n'est pas crédible, quand une décision n'est pas légitime, donc il est un peu difficile d'engager ce développement. Il faut qu'il y ait une communion entre les dirigeants et les gouverneurs. Quand les gouverneurs ne se sentent pas concernés par l'action des gouvernants, ça ne peut pas engager. Et quand les gouverneurs aussi, et même de là où, comme ils se trouvaient dans une tour d'ivoire, ils prennent des décisions qui ne tiennent pas compte des besoins réels de la population, donc le développement devient un leurre, parce que le développement doit être quelque chose de concerté.
un consensus entre les gouvernés et le gouvernement. Mais aujourd'hui, nous constatons avec regret que les gouvernés sont totalement abandonnés et que les dirigeants qui sont censés engager ce développement semblent plus se préoccuper de leurs besoins existentiels. Donc la plupart des gouvernants ne font pas les services publics, mais ils sont là pour s'embourgeoiser, pour s'enrichir. Conséquence, nous avons les gouvernants qui sont scandaleusement riches avec une population très pauvre. C'est avec une telle inégalité, on ne peut pas parler de développement communautaire, parce que le développement voudrait qu'il y ait un consensus, que tout ce qui est fait, tout ce qui est engagé, projet ou programme, soit l'œuvre des plus grands nombres, et le plus grand nombre, c'est les gouvernants et non les dirigeants. Merci beaucoup, professeur. À l'époque, nous avions 11 provinces. Nous sommes arrivés à 26 provinces. Est-ce que vous trouvez que c'était important qu'on puisse avoir ces 26 provinces? Il fallait qu'on puisse attendre? Très bien, très bonne question. Parce que, entre autres, la décentralisation, comme on s'est dit, il faut rapprocher les gouvernants du gouvernement. Le découpage territorial aussi, c'est un des moyens pour faire asseoir la décentralisation. Mais c'est vrai, il y a eu, c'est constitutionnel. La constitution de 2006 prévoit cela. Mais est-ce que la mise en œuvre devrait se suivre? Non. Ça devrait se faire au cas par cas. Parce que quand il y a une province, c'est-à-dire, comme j'ai dit, le transfert de compétences, c'est-à-dire que chaque province aura, il faut qu'il y ait les reflets de 3 pouvoirs classiques: exécutif, législatif et judiciaire. Or, on n'avait pas encore préparé les infrastructures pour abriter ces différentes institutions provinciales et locales. On n'a pas encore formé, parce qu'on parle de l'administration publique, c'est au niveau national, mais il faudrait avoir aussi l'administration publique au niveau provincial et local. Est-ce qu'il y avait du personnel? Il fallait préparer d'abord, former et regarder le niveau de développement, le niveau de croissance de ces différentes provinces, et on pouvait aller progressivement. Quand un district autrefois réunit le minimum de ce qui exige une province, ce district devient une province. Mais comme on l'a de manière épidermique, et à l'époque, parce qu'on voulait donner de l'emploi à tous les clients, les amis politiques, et on a voulu faire avoir des gouverneurs. Aujourd'hui, il y a, je suis au regret de vous dire qu'il y a des ministres, comment dans un pays comme le nôtre, un pays sous-pauvre, nous avons à ce jour 310 ministres, 314 ministres. C'est énorme. C'est-à-dire quand vous prenez les ministres au niveau national et les ministres au niveau provincial, et là, chaque ministre doit avoir son cabinet. Or, il y a aujourd'hui, il y a un budget de conseillers en province, et même les députés provinciaux, il y a des institutions qui ne sont pas installées. Il y a des députés provinciaux qui se réunissent sous les arbres. Ça, c'est on avait... J'ai vu dans une des provinces aussi un divisionnaire qui s'est réuni sous les arbres. C'est dommage, parce que quand on fait la décentralisation, il faut tenir compte des infrastructures. Les infrastructures, il faut toutes les ressources. Quand je parle des ressources, ce sont les ressources humaines, les ressources logistiques et les ressources financières. Aujourd'hui, il y a des responsables politiques en province qui ne sont pas payés. 6 mois d'impaiement et tout ça, ça n'augure pas. Et donc, on devrait, c'est vrai, c'est mis dans la Constitution, mais ça devait être le projet qui se réalise au cas par cas. Il fallait donner des conditions que si telle province réunit les minimums de ce qui requiert une province, sur le plan infrastructurel, sur le plan économique, parce que vous savez, avec la décentralisation, on ne le dit pas assez, il y a des ministres, des ministères qui devraient relever des provinces. Par exemple, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. En réalité, parce que j'ai dit transfert de charges, c'est-à-dire les enseignants qui sont évalués à 800 000, à 600 à 800 000, devraient être payés par les gouverneurs de province. Or, aujourd'hui, quelle est cette province, même la ville de Kinshasa, n'est pas à même d'assurer. Il n'y a pas que l'enseignement primaire et secondaire. Les ministères comme l'agriculture, le développement rural, tout ça, ce sont des ministères. Toutes ces administrations-là devraient être sous la charge des provinces. Aujourd'hui, à ce jour, aucune province, même la province du Haut-Katanga, n'est pas à mesure de payer les enseignants, n'est pas à mesure de payer les fonctionnaires qui sont dans le ministère du développement rural ou de l'agriculture. Vous voyez, toutes ces choses-là devraient être des préalables sans lesquels
une décentralisation deviendrait l'air. C'est le cas, nous en sommes là, parce que de manière théorique, on a décrété la décentralisation, mais si le plan factuel, cette décentralisation peine à s'installer aujourd'hui, on peut même faire encore 10 ans, cette décentralisation risque de demeurer toujours virtuelle, alors que ce que le législateur a recherché, c'est avoir pour que l'État soit gouverné, parce que jusqu'à peu, l'État n'était pas gouverné et le motif était que non, on avait des provinces à dimension de pays, il fallait les saucissonner. On l'a fait, mais le résultat est plus que chaotique. Le résultat est chaotique. 19 ans qu'on a assis le processus de la décentralisation. Jusque-là, rien n'est fait, tout est freiné. Vous êtes professeur des universités, professeur Omeonga. Et selon quel est le schéma le mieux qu'on devait adapter pour pouvoir asseoir la décentralisation ici en RDC? Et qu'est-ce que vous vous proposez en tant que chercheur? Le schéma, vous savez, quand on parle de manière qu'en 2006, mais il y a certains éléments qui ont été posés déjà en 1984 avec l'expérience du Grand Kivu. On avait procédé au découpage. Ouais. En 1988, je crois, à l'époque, c'était Bundoa qui était ministre de l'Intérieur et de la centralisation. Et c'était les tests. Maintenant, avant de s'engager, on pouvait déjà faire l'état des lieux. Comment est-ce que ces provinces-là, est-ce qu'elles ont été viables? Et sur base de ça, parce que le passé nous permet de comprendre le présent et nous projeter sur le futur. Mais on n'a pas pu faire le bilan de découpage territorial qui s'est opéré dans les grands Kivu, et c'est à titre de là qu'on devrait voir des quatres, parce que jusqu'à ce jour, des provinces comme le Maniema, provinces comme Sud et Nord Kivu, il y a des choses qui ne sont pas encore, alors qu'ils ont été, ça fait presque plus de 30 ans qu'ils ont été découpés, mais vous sentez qu'on n'a pas si préparé le personnel administratif, on n'a pas si préparé les infrastructures, on n'a pas pu préparer le personnel judiciaire, parce qu'il faut que ces trois pouvoirs-là soient à ce niveau-là. On ne l'a pas fait. Mais pendant que cela a été un échec, on passe outre et on décrète sur toutes, alors qu'on était déjà à 11 provinces, on est passé directement à 26, à 25 provinces plus la ville de Kinshasa, et là, ça n'a pas permis, je crois l'expérience malheureuse de la décentralisation ou du découpage territorial du Grand Kivu pouvait servir de leçon et procéder au cas par cas pour cette érection, parce que le découpage a été plus quelque chose qui a créé un goulot d'étranglement à la décentralisation, contrairement à ce qu'on pensait qu'en découpant les provinces, ça allait donner beaucoup plus d'impulsion, ça allait rapprocher davantage les gouvernants et gouvernés, et ça allait donner des résultats. Mais ça n'a pas donné. Mais vraiment, là, ce que vous dites, c'est vrai. Alors, par rapport au découpage territorial, que dites-vous de ceux qui disent que non, comme il y a eu découpage territorial, c'est un problème de balkanisation? Est-ce que vous êtes d'avis avec ces gens-là qui disent que non, c'est par rapport à ce découpage, maintenant qu'il y avait une idée derrière de la balkanisation de la RDC? Et vous, qu'en dites-vous? Bon, ils n'ont pas totalement tort à voir ce que... Parce qu'on se disait que surtout dans l'est du pays, peut-être on va aborder la question de sécurité, avec le découpage, ça allait encore fragiliser l'autorité de l'État, et ça pouvait donner l'occasion à ce projet qui date de très longtemps, parce que la balkanisation date depuis les 60. Lumumba de Res Mémoire avait déjà prévu ça. Donc, mais c'est ça aussi, mais il y a cette raison, mais la raison aussi fondamentale, c'était donner de l'emploi aux clients politiques. Et ne pas donner, parce qu'on sentait de plus en plus que les gouverneurs de provinces, de certaines provinces, avaient suffisamment de pouvoir. Alors l'État, le président de la République et les institutions nationales disaient que non, il faut, par exemple l'expérience du Katanga, où Katanga c'est une des provinces les plus importantes, alors laisser Katanga entre les mains d'une seule personne, avec l'expérience passée de la sécession katangaise, alors on se disait que non,
un gouverneur comme ça qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de moyens, il peut un jour, on se réveille et dit que non, nous détachons de la RDC, nous devenons une province. Bon, ça, ce sont des calculs. C'est trois choses réunies. Trois choses réunies. Première raison, peut-être les ennemis du Congo voulaient arriver à la balkanisation. Donc il faut diviser davantage les pays. Et il y a une autre raison, il faut réduire le pouvoir de certains gouverneurs qui avaient des pouvoirs de chefs d'État d'autres pays africains, c'est-à-dire quand vous êtes à la tête d'une grande province comme la province de Katanga ou la province orientale, ça vous donne le troisième élément, comment donner du boulot à des clients politiques, à des frères et tout ça. Ça aussi c'est l'une des raisons. Ce sont les trois raisons-là, à mon sens, qui ont milité, qui ont prévalu pour que ceux qui ont initié cette décentralisation précipitée, ce découpage précipité, voilà ce qu'ils avaient en tête. Mais heureusement que le peuple congolais, l'élan patriotique, le sursaut patriotique a été tel que la balkanisation peine à se réaliser parce que tous les Congolais de l'ouest, de l'est, du sud et du nord sont vraiment tous réunis autour d'un pacte commun, celui de préserver la mère patrie et que personne ne veut se détacher de la mère patrie. Et c'est ce qui fait la force. Et ajouter à cela les vaillants militaires qui se battent au prix du sang. Et alors ce projet-là ne pourra jamais se réaliser parce que dès lors que le peuple congolais est éveillé et est jaloux de sa souveraineté, est jaloux, et il exprime clairement et ouvertement son sursaut patriotique. Et nous voulons toujours être, en dépit des 4 espaces linguistiques, mais nous sommes un. Nous sommes une même mère patrie et nous y tenons. C'est bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler de la décentralisation du processus qui a débuté en 2006, que jusqu'à aujourd'hui nous ne voyons pas vraiment des résultats fiables et nous voyons que le pays au contraire est en train de se sous-développer encore, donc il n'y a pas de développement local, il n'y a pas une bonne collaboration entre les gouvernants et les gouvernés et le processus de découpage territorial aussi a causé plusieurs problèmes jusqu'aujourd'hui. Nous sommes toujours en guerre et il n'y a pas vraiment une bonne collaboration entre ceux qui nous gouvernent et nous-mêmes qui sont là. Vraiment ce processus, selon le professeur Nico Omeonga, ça n'a pas vraiment abouti et jusque là on ne fait que peiner pour le mettre en exécution. Sur ce, nous demandons au professeur Nico Omeonga de pouvoir faire le mot de la fin par rapport à et puis leur éclaircir sur certains mots-clés qui concernent les gouvernants, les gouvernés, et aussi c'est un peu d'éclairer sur la retenue à la source et aussi la caisse de péréquation. Merci. Bon, vous savez que, comme j'ai toujours dit, nous sommes caractérisés par la culture d'emprunt. Quand nous remarquons l'expérience réussie de la décentralisation, c'est sous Jean-Pierre Raffarin en France. Parce que la décentralisation, c'est pas pour des pays, c'est pour des États unitaires. Mais pour une décentralisation réussie, il faut intégrer la dimension temporelle. Il faut un temps. Deuxième chose, parce qu'on a cru comprendre ici, les dirigeants de l'époque et d'aujourd'hui considèrent que la décentralisation se limiterait seulement au découpage territorial. Or, ce n'est pas ça. La décentralisation, c'est un élément qui nous permet d'engager le développement d'un pays. Pourquoi? Parce que là, on fait participer au maximum les gouvernés. Et ça, il faut réduire la verticalité, réduire la distance hiérarchique entre les dirigeants et les dirigés. Donc, c'est ce qui est recherché. Et puis, impulser aussi la mobilisation des recettes, parce que la décentralisation, elle est à la fois économique, elle est administrative et politique. Donc, quand on parle de la décentralisation, elle n'est pas seulement politique, elle est politique, administrative et économique.
Donc il faut que tous les pôles, tous ces trois leaderships soient mis en branle pour que le développement soit engagé, au lieu que tout se décide à partir de Kinshasa. Avec la décentralisation, ça permet même au niveau de la chefferie, au niveau des communes, au niveau des villes, qu'à ce niveau-là, qu'il y ait de l'impulsion, qui vient des leaderships qui sont incarnés à ce niveau-là. Mais malheureusement, tant que le leadership actuel, c'est un leadership qui n'est pas visionnaire, ce n'est pas un leadership qui s'inscrit dans la vision de développement. Malheureusement, le leadership qui est actuellement, il est caractérisé par une gouvernance kleptocratique. On parle de la gouvernance locale, mais cette gouvernance-là, actuellement, elle est cosmétique, elle n'est pas de nature à engager le développement. Donc, ce que nous devons faire, il faut qu'on revoie. Parce que quand on a dit que c'est la retenue à la source, mais quand quelque chose est décidé, il faut respecter. Nous sommes un des rares pays qui est très puissant en termes de production de textes législatifs. Mais ce qui pose problème, c'est la mise en œuvre. Ceux qui sont censés respecter la loi et la faire respecter ne le font pas. C'est ce à quoi nous assistons. On parle de la retenue à la source. Il faut que la retenue soit à la source. On parle de la caisse de péréquation. Il faut que cette caisse-là serve à quelque chose pour les buts pour lesquels elle a été mise en place. Mais il y a des institutions, pour la plupart budgétivores, qui ne permettent pas à ce que la décentralisation, qui est une très bonne chose, parce que vous savez, il y avait un débat, et ce débat date depuis 1964, où il y a d'un côté des fédéralistes et d'autres des unitaristes. Or, avec les expériences malheureuses de sécession, du Sud Kasaï et du Katanga, on a dit non, nous sommes encore fragiles et nous venons d'être plongés à la guerre qui continue jusqu'à ce jour. Si nous laissons dans le fédéralisme, ça risque d'accélérer le processus de balkanisation. Donc il fallait garder l'unité, mais en décentralisant du sommet à la base. Voilà, c'est une expérience réussie, mais il faut maintenant un correctif. Le correctif doit être au niveau du personnel politique qui est défaillant. Il faut que le personnel intègre la dimension de la gouvernance locale, intègre la dimension de comprendre que la politique, quand on fait la politique, ce n'est pas pour se servir. La politique, c'est un apostolat, c'est un service. Ce n'est pas un job pour s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir, il faut faire les affaires. Si vous voulez servir, faire l'apostolat, venez en politique. Un politique, d'ailleurs, même la Bible le dit, un ministre, un serviteur. Mais ici, on a inversé les choses. Les ministres deviennent des boss au lieu d'être au service de la communauté du plus grand nombre de peuples congolais, qui en réalité est le véritable boss. Voilà ce qu'il faut que nous ayons une nouvelle race de technopolitiques. Les technopolitiques, ce sont les gens qui intègrent et l'éthique et l'expertise. Et ce qui manque encore, et je crois nous pouvons, ce n'est pas une fatalité pour autant. Je crois quand il y a des défis, il y a des opportunités. Les opportunités, c'est se remettre en question et procéder à de nouvelles pistes, à de nouvelles recettes. Voilà. Merci beaucoup, professeur Muonga. Vous avez épinglé un point. Pour finir, vous pouvez nous donner la différence entre le fédéralisme et le processus de la décentralisation. Donc la décentralisation et le fédéralisme. Est-ce qu'on peut avoir cette petite nuance pour clôturer notre émission? Très bien, parce que quand un État fédéral et un État unitaire. Donc l'État fédéral et l'État unitaire. La grande différence, c'est que prenons les cas comme la Belgique, le Nigeria, les États-Unis, ce sont des États fédéraux. C'est-à-dire, quand on parle des États, nous avons un État fédéral et un État fédéré. La caractéristique, c'est que même dans les États fédérés, il y a des constitutions. Et le fédéralisme est constitutionnel. Alors que, quand vous avez parlé de la décentralisation, c'est une loi. On prend une loi pour décentraliser. Et l'État unitaire, c'est que l'impulsion nous avons un seul centre d'impulsion de décision. C'est-à-dire, nous sommes unis. Alors que, au niveau central, alors que le fédéralisme, donc comme aux États-Unis, là, vous voyez, il y a des lois, par exemple, des États qui encouragent, par exemple, l'avortement. Il y en a d'autres qui disent non, on ne peut pas faire. Donc, il y a des différentes, à part la constitution de l'État fédéral, il y a des constitutions aussi là, différentes. Maintenant, dans l'État unitaire, nous avons deux types de modes de gestion. Soit de la centralisation
ou alors la décentralisation. La centralisation que tout s'opère, comme on l'avait à l'époque sur la Deuxième République, c'était tout le pouvoir est concentré entre les mains d'une personne ou d'une seule institution. Maintenant, avec la décentralisation, tout un État unitaire, on libère, on transfère les compétences, on transfère les ressources et les charges. Et un autre élément, dans un État unitaire, la police, l'armée, la diplomatie révèlent du pouvoir central. C'est-à-dire qu'aucune province ne peut s'engager à l'extérieur sans passer par... Alors que dans le fédéralisme, ils ont une certaine... On peut avoir même des libertés, on peut avoir la police provinciale, alors que nous ici, la police, elle est nationale. Et donc, voilà un peu les quelques éléments qu'on peut retrouver dans un État unitaire qu'on ne retrouve pas dans un État fédéral. Dans un État fédéral, il y a plus d'autonomie, plus de liberté qu'on accorde à des provinces, à des entités décentralisées, territoires décentralisés, comme les entités territoriales consacrées. Mais dans le fédéralisme, ce n'est pas le cas. Il y a plus de liberté, plus d'impulsion de partout. Pourquoi? Pour corriger, pour mettre d'accord les fédéralistes et les unitaristes, on a procédé à avoir un État unitaire fortement décentralisé. Voilà la raison de la décentralisation. Comme ça, ce qu'on n'a pas pu obtenir dans un État unitaire centralisé, on peut l'obtenir. Voilà, je préfère donner ça. Mais c'est quand même, ça demande une émission beaucoup plus élaborée pour dégager les différences et les points de convergence entre un État unitaire et un État fédéral. Donc on pourra, dans les jours à venir, organiser une émission pour donner toute l'expérience et les points de convergence qu'on peut retrouver dans ces deux types d'États. Voilà, fidèles téléspectateurs de la RTNC de développement, vous êtes restés sur votre soif. Nous allons y revenir tout prochainement avec le professeur Omeonga qui va encore nous éclairer beaucoup plus sur l'État unitaire et l'État fédéral. C'est très important pour connaître comment est-ce que notre pays est en train d'évoluer. Je prends fin pour cette émission. Restez branchés sur le programme de la RTNC de développement et au revoir.